budget, mon pote. Pas particulièrement joyeux. Si. Hein, la prière des paras. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous, historiens, joueurs, bienvenue à tous dans cette deuxième partie consacrée à Dien Bien Phu. La première partie nous a dressé le tableau général de la situation qui nous conduit à ce 12 mars 1954. Nous nous sommes arrêtés là. C'est pour demain, a dit le général en chef. Et puis avec nos invités, je me fais fort de vous présenter, même si M. Guillaume Bouilleux, vous le connaissez bien. C'est lui qui nous a amené la prière des paras que vous avez entendue en introduction. Salutations Guillaume. Salut. Et le commandant Yvan Cadeau. Bienvenue également à vous. Merci à vous. Du service. Ah, je vais y arriver. Du service des archives, le service des archives de la défense. Non plus. Ah, bon sang, c'est pas vrai. Mais service historique de la défense. Historique de la défense, voilà. Ok, en mission spéciale pour la Trick Track Télé autour de Dien Bien Phu. On le disait, on est arrivé avec toute l'explication que vous avez pu nous donner, les interventions aussi bien diplomatiques, puisqu'il va y avoir négociation prévue, ce qui amène à une situation, un point clé autour de Dien Bien Phu. Le général Giap est prêt à tout pour l'avoir, pour peser très fort dans ces négociations. Du côté a priori politique français, si je peux le résumer de cette façon-là, on sait qu'on va partir peu ou prou. Malgré tout, il y a cette mise en place. Le général ne l'a appris que trop tard pour pouvoir dire stop, on arrête, on continue de faire le dos rond comme on l'avait prévu. On arrive donc à ce 12 mars, c'est pour demain. Demain, c'est le 13 mars. C'est comme ça que les choses démarrent. Tout à fait. Donc le 12 mars 1954, en fait, les Français se retrouvent face à la situation qu'ils voulaient éviter lorsque le général Navarre a été nommé en Indochine, à savoir une confrontation majeure avec l'adversaire. Un ajustement des plans du Viet Minh, les réactions des uns et les autres ont entraîné à l'acceptation de la bataille dans cette vallée du Tonkin, à Dien Bien Phu. Comme on dit, ou comme on disait autrefois en termes militaires, le jeu est rangé. C'est-à-dire maintenant aux acteurs de jouer, de s'exprimer. Et le 13 mars 1954, à 17h10 précisément, l'artillerie de l'armée populaire vietnamienne ouvre le feu. Alors, c'est une véritable surprise pour les combattants qui sont sur les points d'appui. Dans la vallée. Alors là, la cuvette. Là, comme tout le monde est suspendu à la description que va faire Yvan, bien évidemment, de ce qui va se passer en cette première soirée de mars, on peut peut-être présenter le champ de bataille. On présente le champ de bataille. Parce que ça a son importance, justement, on le disait, c'est pas une cuvette, c'est une vallée. C'est pas une cuvette, c'est une vallée. C'est pas une forteresse. Non, c'est un camp aéroterrestre. C'est devenu un camp retranché. Mais c'est devenu, c'est vrai. On a beaucoup glosé sur la valeur des unités, les effectifs des unités, sur ce que les Français avaient pu justement aérotransporter à Dien Bien Phu. Oui. On va se rendre compte que dans l'ensemble, cette garnison, elle est faite un peu de bric et de broc, avec des unités de forte valeur, d'autres beaucoup plus fragiles au combat. On va présenter un peu quels sont les points forts, c'est-à-dire comme l'artillerie française, et puis on va quand même aussi présenter le Viet Minh. On l'a dit, c'est quasiment 50 000 hommes qui sont présents. Ils ne sont pas tous en ligne de front, mais voilà, je pense que parce que c'est un élément important. Bien sûr. Alors, Dien Bien Phu qui s'est appelé Muong Tan, le village du ciel en langue thaï jusqu'aux années 1880. Dien Bien Phu signifie la sous-préfecture de la zone frontalière. Alors c'est moins exotique, mais c'est la traduction de son nom. Et donc, Dien Bien Phu se situe à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau du Laos. C'est l'une des rares vallées, en tout cas de cette dimension, du Tonkin. Elle fait dans son axe nord-sud on est dans le environ… mauvais axe, mais pour l'avoir Voilà, dans le bon sens. le nord est ici et le sud donc à l'extrémité inverse. Ça fait environ 17 km. Et puis, en fonction du terrain, vous avez 7 à 8 km ou 7 à 9 km pour certains dans son axe est-ouest. Donc, vous voyez quand même que c'est la superficie assez importante quand même. Ça n'est pas une cuvette, même si effectivement, tout autour du camp retranché, vous avez une série de pitons qui, en fait, dont l'altitude s'élève plus vous vous éloignez en gradin. Et à 10 km de Dien Bien Phu, on a des sommets qui atteignent 1500 mètres d'altitude. Évidemment, cette zone montagneuse et boisée, c'est l'endroit que l'adversaire a choisi pour se retrancher. Alors, ce qui est devenu donc un camp retranché est formé de plusieurs centres de résistance. Il y en a 8 au total,
Gabriel et Anne-Marie. Gabriel et Anne-Marie forment un sous-secteur, c'est le sous-secteur nord, il est aux ordres du lieutenant-colonel Trancard. Vous avez le plus gros morceau qui est, et qui comprend Béatrice aussi, qui est le sous-secteur centre et qui est fait de plusieurs centres de résistance. Béatrice, Dominique, Eliane. Ces centres de résistance, parfois, sont situés sur une même colline, ça sera le cas pour Gabriel, mais par exemple, Dominique est divisé en Dominique 1, Dominique 2, etc. Donc vous avez grosso modo, dans un centre de résistance, la valeur d'un bataillon. Alors il y avait tout à l'heure une question, la valeur d'un bataillon, ça dépend. De toute manière, ils sont en sous-effectif. Pour les bataillons parachutistes, on peut dire 650, 680 parachutistes à effectif complet. Pour les unités d'infanterie, c'est un peu plus. Par exemple, le 5e bataillon du 7e régiment de tirailleurs algériens, Gabriel, c'est environ 800 hommes. D'accord. Voilà, donc vous avez cette fourchette-là, et c'est autour de 600, 650 hommes chez l'adversaire aussi. Donc, et vous avez un dernier centre de résistance tout au sud, Isabelle, ici. Alors, le plan ne respecte pas l'échelle puisque Isabelle se situe à environ 5-6 km plus au sud du secteur centre. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Isabelle ? Isabelle, cette position isolée, c'est tout simplement une base de feu. C'est là où on va mettre 8 canons de 105 chargés d'appuyer le sous-secteur centre. C'est la raison d'être d'Isabelle. Hein, on ne l'a pas isolée comme ça pour d'autres raisons que d'être une base feu qui accueille des canons. Les troupes sont là pour protéger ces canons. On pourrait dire un petit peu, alors vous avez dit déporté, suffisamment déporté pour normalement ne pas être trop considéré par l'adversaire. Est-ce qu'elle est suffisamment loin ? Elle est suffisamment loin et puis encore une fois, on choisit l'endroit où le terrain nous est favorable. D'abord, il y a quand même de la rizière. Isabelle est un mamelon perdu, je dirais, au milieu de la rizière. On se met là, logiquement. D'accord, ok. Hein, voilà. Et effectivement, on verra tout à l'heure les positions de l'adversaire. Voici, grosso modo, comment se présente le camp retranché de Dien Bien Phu. Donc, 8 centres de résistance qui occupent le terrain. L'élément clé du dispositif, c'est bien entendu la piste d'aviation. En fait, il y a à la fois une piste d'aviation en terre une piste en PSP qui est doublée d'un terrain d'aviation. C'est l'élément clé du dispositif, puisque Dien Bien Phu doit être ravitaillé par air. C'est vraiment, et donc, on se dit que s'il y a un point à protéger, c'est celui-là. C'est celui-là. Je peux vous poser une question. On a vu dans la première émission la carte qui est dans votre ouvrage. Il y a une deuxième piste, une fois encore un peu plus au sud. Oui, qui est à côté d'Isabelle, D'accord. qui ne servira pas. D'accord, ok. On a juste fait un essai une fois pour voir est-ce que ça marche, mais elle n'a aucune incidence dans la bataille. D'accord, ok. Voilà. Et alors donc, vous avez en plus des 10 bataillons implantés en secteur, donc chargés de défendre ces centres de résistance, vous avez 2 bataillons de réserve générale. D'accord. La réserve générale, un petit peu, c'est les pompiers. Quand il y a un endroit où ça chauffe ou si on a perdu une position, on envoie la réserve générale. Vous avez le 8e bataillon de choc, ici, et vous avez également le 1er bataillon étranger parachutiste, donc la Légion. À chaque fois qu'il y a le mot étranger, régiment étranger d'infanterie, etc., c'est la Légion. Très bien. Donc, en tout, vous avez 12 bataillons du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. Ce sont des bataillons d'inégale valeur. Évidemment, la réserve, la réserve, ce sont les bataillons d'élite. 8e choc, 1er BEP sont chargés effectivement des coups durs. Vous avez des bons bataillons de tirailleurs algériens. C'est le cas du 5e bataillon du 7e RTA ici. C'est bien commandé, des hommes qui connaissent leur métier. Mais vous avez des bataillons un petit peu moins solides, de tirailleurs algériens par exemple, le 3 RTA, qui est considéré comme un peu moins solide. Et de fait, il a beaucoup de nouvelles recrues. Certaines n'ont que 4 mois de service, certaines n'ont jamais tiré de grenades par exemple, ou des exercices à l'instruction ont été très très rares. Et puis, il en est de même chez les Marocains, où on a quelques anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, et puis on a des tout jeunes qui ne connaissent pas le feu. De même, on a placé sur plusieurs points d'appui 2 bataillons taille. Le bataillon taille numéro 2, ici, à l'est du camp retranché, et le BT3. Ces bataillons taille, ce sont des sortes de chasseurs, vous voyez, c'est les troupes légères de l'Empire, évidemment, elles sont à l'aise dans les coups de main, pour crapahuter, etc.
mais en aucun cas elles ne sont prêtes et ne veulent affronter surtout un déluge d'artillerie et une guerre de position. Alors, avant la bataille, le général Navarre avait demandé, et le colonel de Castres, qui commande la garnison française, avait demandé aussi que soient relevées ses troupes et remplacées par des troupes un peu plus solides. Ok. On lui avait dit que ce n'était pas possible. C'est le général Conny qui a refusé, général Conny qui, depuis Hanoï, est en charge de conduire la bataille. Et on reprochera à Conny de ne pas avoir voulu en fait, se débarrasser de bons bataillons dont il a besoin dans le delta au profit de Dien Bien Phu. Bon, ça, c'est querelle après la défaite. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un ensemble finalement relativement disparate au niveau des troupes. Vous avez des appuis qui sont fournis, j'en ai parlé tout à l'heure, par les 8 canons de 105 d'Isabelle. Vous avez 16 autres canons de 105 dans le secteur centre. Et vous avez 4 canons de 155 dont la mission est de faire de la contre-batterie, à savoir, une fois que les canons adverses sont localisés, et bien évidemment les neutraliser. On dessoude. Et puis, en plus de cette artillerie, vous pouvez compter sur 10 chars. Vous avez 6 chars dans le secteur centre, plus le char de commandement. Et au niveau d'Isabelle, vous avez 3 blindés qui sont là. Ils ont été amenés en pièces détachées et remontés. C'est une opération, en fait, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, qui n'est pas nouvelle en Indochine. Elle a déjà été effectuée au mois de septembre 1953 au Laos. D'accord. Voilà. Pour un intérêt, vu la topographie, dans ce que vous décrivez, on s'attend à une guerre de position, effectivement, des choses un petit peu fixes, montagneuses, vallonnées. Le char a un intérêt malgré tout réel. Oui, oui, parce que quand je dis montagneuse, je veux dire qu'il y a du relief. Mais par exemple, sur Eliane, le char il grimpe très bien. Hein, ça a été déboisé, c'est de la collinette. Okay. Le char est justement l'élément clé des contre-attaques françaises. D'accord. Hein. On avait dit même à Decazes, vous serez notre cavalier de montagne, parce que avec le char, ça donne une mobilité, une puissance de feu, voilà, et d'appui importante. Et enfin, vous avez à Dien Bien Phu un certain nombre de chasseurs Birkat. Certains ont été neutralisés ou seront neutralisés pendant la bataille, mais très rapidement, de toute manière, ils s'en vont se mettre en sécurité au Laos. Et l'appui-feu sera fourni à partir soit des porte-avions français dans le golfe du Tonkin, soit de Hanoï. Donc, à savoir un temps de réaction très long, hein, puisqu'il faut un peu plus d'une heure, évidemment. Et donc, c'est pour ça, lorsque l'on parle d'appui aérien Dien Bien Phu, il faut faire très attention dans ces représentations, parce que lorsqu'on parle aux combattants sur place, pour eux, ça a été une autre réalité. L'appui aérien, c'était un chasseur qui arrivait, qui se trafait quelques minutes, et puis il n'en voyait pas d'autres dans la journée. Oui. Voilà, donc tout ça aussi finalement pas réellement est à relativiser. Grosso modo, par rapport au nombre d'hommes par compagnie, on a pratiquement grosso modo 10 000 hommes. On a un peu moins de 11 000 si vous voulez. On est à 10 800, etc. selon les archives les plus précises. Alors, il y a 2-3 points remarquables qui sont en fait des collines. Là, c'est Eliane 2, Dominique 2, c'est ça? Oui. Dominique 2 qui est la colline la plus haute avec environ 500 mètres d'altitude. Elle vraiment, elle surplombe. Voilà. Et effectivement, ces collines à l'est de la rivière Nam Yoon, qui coupent le camp retranché en deux, c'est le point clé du dispositif. Puisque là, vous voyez que le Viet Minh est assez loin. En fait, le dispositif est assez lâche parce que c'est un terrain à découvert qu'on peut matraquer. Ici, les couverts sont beaucoup plus rapprochés et on sait que si cette face est saute, eh bien, on déboule tout de suite dans le secteur centre. Donc, c'est vraiment le point névralgique. La rivière est gênante? Enfin, en cas de besoin de traverser. Alors, les sapeurs ont construit un pont Belay qui existe toujours pour le touriste qui va à Dien Bien Phu et a construit différents petits passages, passerelles, etc. Ça ne sera pas un handicap. Et au contraire, je dirais même, quand le Viet Minh arrivera, une coupure humide, comme on dit, c'est-à-dire une rivière, est toujours un atout pour la défense. D'accord. OK. De ce côté-là, on a une petite description du coup de ce point où nous sommes. Les Viet Minh. Alors, l'adversité. Alors, l'adversité, comme vous l'appelez, eh bien, on a réuni, je dirais, le fleuron du corps de bataille Viet Minh, notamment la division 308, que les Français appellent la division de fer, que les Viet Minh appellent la division de la capitale, puisque en fait, c'est les premiers embryons de l'armée ont donné la 308. C'est la meilleure des divisions. Vous avez sa sœur jumelle, la 312. Le but aussi est de rivaliser entre les deux. C'est pour ça que la 312 mettra le paquet pour avoir Béatrice. Puisque, voilà. La 316 est une création un petit peu plus récente. Donc vous avez ces 3 divisions d'infanterie d'un effectif environ 12 000 hommes au départ, chacune.
Et vous avez, au début de la bataille, vous avez, je crois que c'est simplement un bataillon de la division 304 qui est là face à Isabelle. En tout, on peut dire que vous avez 12 bataillons français qui font face à 28 bataillons d'infanterie adverse. Et puis, les appuis du Viet Minh sont fournis, là on ne la voit pas sur la carte, par la division 351. La division 351 qui dispose de 24 canons de 105 au départ, l'équivalent des Français, d'un certain nombre, d'une vingtaine de canons de 75 de montagne type japonais, et puis d'énormément de tubes de mortier de 120. Eux feront très mal, avec notamment les fusées à retard et de mortiers de 80. Et puis vous avez ce que les Viet Minh appellent les SKZ, c'est un certain nombre de lance-roquettes de circonstances, en fait, localement. Voilà. Alors, il y a une chose importante, c'est que, on l'a précisé dans l'émission précédente, Diap il s'est reposé en 53, sur la fin 53. Les troupes qui arrivent ici, ce sont des troupes fraîches. Oui. Elles sont en pleine forme. Ils sont gonflés à bloc. Oui. Ils ont compris, parce qu'on leur a expliqué quel était le but de la bataille, côté Viet Minh. C'est-à-dire que ce sont des personnes, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, là il y a 40 000 combattants, et après il y a les coulis. Ceux qui transportent, ce sont les coulis. Ceux qui combattent, ce sont donc les guerriers. Les guerriers, ils ne font pas le travail de manutention. Donc ils sont en pleine forme, ils sont reposés, ils sont survitaminés, ils sont, comme on dit, chauds patates. Et Giap, c'est pour ça que tu le disais, a réussi à réunir sans doute peut-être sa plus belle armée de toute la guerre. Chez les Français, on a un certain nombre d'unités qui sont quand même fatiguées, usées par de nombreux combats. Le bataillon, le 6e BPC de Bijar, il est usé en sous-effectif. Quand il sautera, Quand il sautera, voilà. Alors, dernière chose fondamentale, c'est que le Viet Minh dispose, grâce à la Chine, d'une DCA assez puissante. À savoir qu'on a un certain nombre de tubes de 12,7, donc mitrailleuses de 12,7, et puis on a aussi récupéré des canons de 20 mm, certains pris aux Français d'ailleurs lors de la bataille de Cao Bang, des canons de Beaufort. Et puis ce qui va faire très mal, c'est les canons de 37 mm d'origine soviétique. Au début, le Viet Minh en a une quinzaine, et puis il va y avoir un régiment autonome qui va être fourni. On aura peut-être une soixantaine de pièces de 37 qui vont tisser un réseau de feu relativement dense et qui vont obliger les aviateurs français à prendre de l'altitude. Et donc, lorsqu'ils largueront leur colis, et bien généralement, avec cette altitude, au fur et à mesure où le camp de retranchée rétrécira, ça ira évidemment chez l'adversaire. Donc, vous avez un Viet Minh puissant, et vous avez des Français avec des défauts, mais il y a quand même certains atouts en termes de puissance de feu. Et la bataille commence. Et la bataille commence le 13 mars. On peut peut-être juste rajouter, si jamais vous n'avez pas vu la première émission, que on finit par être dans une situation de camp retranché, ce qui n'était pas prévu au départ. Et vous signaliez que l'infanterie, en plus de ne pas avoir les ingrédients nécessaires, donc bois d'œuvre, gravier, etc., avait fait des installations, en tout cas pour certaines, pas suffisamment solides, que ce soit par manque de volonté ou par manque de ressources. Oui, les centres de résistance n'ont pas tous la même valeur. Bon, vous avez Gabriel, qu'on a appelé le torpilleur, parce qu'effectivement, elle est posée sur l'eau, elle est assez massive, et il y avait du bois lorsqu'on l'a défriché, et donc les abris sont assez solides sur Gabriel. Ce n'est pas du tout le cas à Béatrice, c'est encore moins le cas ailleurs, où il n'y avait pas de bois, effectivement, et où on a une précarité des organisations défensives qui se révélera bientôt très très préoccupante, parce qu'on le sait, ce n'est pas avec 20 cm de couche de terre sur la tête que l'on peut encaisser un obus de 80 ou 120. Ou 120, encore pire. Très bien. Donc nous voilà à 17h, vous disiez 17h10 précisément, 13 mars 1954, et ce sont justement ces tirs d'artillerie qui démarrent la bataille. Alors que les renseignements français avaient évalué très correctement cette puissance de feu, ça semble être la surprise sur le camp de tranchée, parce que jusqu'à présent, l'artillerie Viet Minh ne s'était pas dévoilée, ou de manière très sporadique, histoire de régler ses tirs par exemple. Elle rentre en action à partir donc de 17h10. À chaque fois que le Viet Minh attaquera, ça sera à ces heures-là à peu près, puisque la nuit tombe très vite. Et effectivement, après la préparation d'artillerie, suit l'assaut d'infanterie. Donc un schéma très classique. Et donc, au début, le général Giap voulait aller vite.
et voulait attaquer Béatrice, Gabriel en même temps et faire sauter les 2 points. Le but était évident, Gabriel et Béatrice tombés, eh bien il n'y a plus de protection pour le terrain d'aviation. Bon, il va devoir réviser ses prétentions à la baisse, et donc Béatrice va être choisie comme l'objectif 1, et ce sont 3 régiments de la division 312 qui vont être sollicités. 2 régiments vont attaquer directement, et un dernier sera mis en barrage au cas où les Français feraient une contre-attaque, ils le stopperaient. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Béatrice est tenue par un bataillon de la Légion étrangère, bataillon prestigieux puisqu'il s'agit du 3e bataillon de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, donc Birakem, etc. Bon, une fois qu'on a dit le nom, il faut regarder ce qu'il y a sur Béatrice. Oui. Et sur Béatrice, force est de constater qu'il n'y a pas grand monde quand même pour faire pièce à 2 régiments d'infanterie Viet Minh. Surtout que c'est le régiment 209 et 141, c'est de la très bonne infanterie, et sur Béatrice, ils ne sont que 450. Vous avez 450 fantassins. Pourquoi ? D'abord, le bataillon était en sous-effectif. Ensuite, au moment de l'attaque, vous avez environ 80 légionnaires qui sont détachés pour l'instruction, parce que l'instruction continue avant la bataille, évidemment, à passer même des diplômes, je crois, de caporaux, des choses comme ça. Voilà. Et donc, le 13 mars, lorsqu'ils attaquent, on a 450 hommes face, on peut dire, grosso modo, à 6000 fantassins Viet Minh. Voilà. Et en plus, Béatrice connaît des problèmes dans l'organisation. C'est une drôle de position, Béatrice. Elle est constituée de 3 pitons avec des talwegs entre eux, et les défenses intérieures ont mal été cloisonnées. C'est à savoir que si ça passe et que c'est percé à l'extérieur, eh bien, ils peuvent être tournés, etc. Ouais, d'accord. Voilà. Et bon, Béatrice va en plus avoir 2 coups durs. D'une part, un obus va tuer directement son chef de bataillon et une partie de l'état-major. Et un peu plus tard, un obus va tomber aussi et tuer le lieutenant-colonel Gaucher, chef du sous-secteur centre. Ce qui fait qu'en fait, très rapidement, eh bien, Béatrice est privée de sa tête. Et on a ici finalement des gens isolés. Il ne va pas y avoir de commandement, de coordination. Et finalement, très rapidement, à minuit, minuit et demi, Béatrice tombe dans la nuit du 13 au 14. Comme le dira le colonel de Castres, on ne l'a pas senti tomber. Parce qu'effectivement, ils ont été en vacation à la radio jusqu'à ce que plus rien. Et Béatrice est tombée. Donc, dans la nuit du 13 au 14, stupeur, l'un des bataillons que l'on pensait les plus puissants disparaît. Sur les 450 hommes, un peu plus d'une centaine de tués, 200 prisonniers, et il y en a une centaine qui réussissent quand même à la faveur de la nuit à percer et à rejoindre le sous-secteur centre. Et donc, on peut, je pense, on peut retirer. Et on a donc Béatrice. Alors, un point par rapport à cet assaut, c'est que on a pu se poser la question de savoir quelle avait été justement l'ardeur au combat des légionnaires sur Béatrice. Et est-ce qu'ils avaient tout fait pour tenir ? Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est quelle a été en fait la violence du tir d'artillerie qui a été déclenché sur Béatrice. Alors la violence du tir d'artillerie a été très importante. Elle a bouleversé des organisations défensives, on y revient encore, assez précaires, malgré tout. Et puis, alors, l'ardeur au combat, je dirais que privé de cadre, parfois, effectivement, il est dur de motiver. Voilà. Et donc, le fait que beaucoup de cadres aient été tués, et sans coordination, finalement, c'est difficile de faire le baroud tout seul. Et donc, effectivement, et puis ça va tomber très rapidement. Finalement. Donc les possibilités de combat vont en pleine nuit vont être très restreintes. Je voulais poser cette question. Vous avez évoqué le fait que ça allait être un schéma relativement classique, tir d'artillerie, assaut d'infanterie. Je ne m'attendais pas par contre à ce que ça puisse aller si loin dans la nuit. Ça démarre tard dans l'après-midi ou à peu près assez tard, 17h. Mais par contre, ça dure comme ça jusqu'à minuit. Mais le Viet Minh a toujours… Alors, d'abord, une nuit relative. Parfois, une nuit relative parce que depuis la bataille d'Ohabin en 51-52, même un petit peu avant, mais en tout cas emploi important à Ohabin, il y a ce qu'on appelle les avions Lucioles qui larguent des bombes éclairantes parachutées et donc qui éclairent le champ de bataille, déjà. Et ensuite, il y a des tels tirs d'artillerie qu'il y a des témoins qui diront on y voyait comme en plein jour, quasiment. Hein. Et donc, effectivement, il faut s'imaginer ces visions dantesques, effectivement, le fracas, les explosions, la lumière, les Lucioles. Donc, parfois, c'est un peu confus, évidemment, c'est toujours confus. Oui.
Et de toute manière, le Viet Minh a toujours eu l'habitude d'attaquer de nuit, contrairement aux Français qui n'étaient pas à l'aise. Ouais. Voilà. Mais ça n'a jamais posé de problème et le Viet Minh le sait. D'accord. Et donc, ça ne le dérangera pas de renouveler des attaques à 2 h du matin, 3 h ou 4 h. Ok, d'accord. Voilà. C'est effectivement bon à savoir. Donc, lorsqu'on apprend ça, la chute de Béatrice, bon, c'est la stupeur à Hanoï, à Saigon. Coup de bambou aussi également au sein du commandement. Il y a des officiers qui flanchent un peu. C'est le cas du lieutenant-colonel Keller, le chef d'état-major de Castres, hein, donc chargé de. Le chef d'état-major, c'est un rôle important. Donc il flanche un peu. C'est-à-dire, on dit ah bah là stop, on arrête. Non, c'est non, c'est le phénomène de ce qu'on appelle de sidération. D'accord. Le phénomène de sidération, c'est qu'effectivement, c'est un peu, excusez-moi le comparatif, mais c'est un peu Astérix, les Gaulois, le ciel qui leur tourne sur la tête. Ok, très bien. Et la sidération. Bon, Hanoï dit, ok, c'est pas perdu, on fait quoi? On va envoyer quand même, on vient de perdre un bataillon, on envoie un bataillon en renfort, le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, que l'on parachute, grosso modo, allez, on va dire par là. Et on va l'envoyer renforcer le secteur Est. Donc, largué dans l'après-midi, ce bataillon de parachutistes, le 14, donc, le 14 dans l'après-midi, finalement, le temps de se regrouper, de ceci, de cela, il arrive dans la nuit et il commence à creuser des trous ici pour faire position sous les obus, etc. Donc, il ne connaît pas les lieux, ce bataillon. Les hommes sont pas plus motivés que ça. En plus, les nouvelles sont mauvaises. C'est les Vietnamiens qu'on tire d'artillerie, ils ne connaissent pas. Mais bon, on envoie ce bataillon-là. Et on sait que la prochaine étape du Viet Minh, les renseignements, la cartographie aérienne montrent très bien que la prochaine cible, c'est Gabriel. Gabriel, donc défendu par un bon régiment d'infanterie. Une bonne nouvelle là peut-être? Une mauvaise nouvelle pour Gabriel. D'accord. La bonne. Alors, Gabriel est attaqué, on le sait, dans l'après-midi, on dit aux gars, prenez vos rations. De toute façon, tout le monde sait que c'est pour le soir même, et donc on mange les rations, et puis on reprépare ses armes, son dispositif, etc. Les ordres sont donnés. Fin d'après-midi, la même chose. Artillerie. Gabriel est un plus gros morceau quand même que Béatrice, et donc on sent que Gabriel est bien appuyé par les tirs de 105 qui font des ravages dans les rangs Viet Minh. L'artillerie qui est dans le sous-secteur centre, véritablement, encage le champ de bataille et se montre très efficace. Et Gabriel tient. De temps en temps, il y a des petites inquiétudes. Et puis finalement, vers nouveau coup du sort, le commandement de Gabriel est décapité. Le chef de bataillon de Meckenem qui est commotionné par un obus, celui qui devait le remplacer aussi, etc. etc. Et puis il y a la pression sur la 308. La 312 a réussi la veille. Allez, on y retourne. Et donc, vers 4 h du matin, l'assaut reprend et ça commence à flancher en début de matinée. Et donc, on décide. Ils se sont battus toute la nuit. Ils se sont battus toute la nuit. Il y a eu quelques pauses. Et le colonel de Castres décide de monter une contre-attaque chargée d'aider les gens de Gabriel à conserver le centre de résistance intact. Et on envoie le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens qui vient d'arriver, qui a creusé toute la nuit. Et donc dans la nuit, on leur dit c'est plus par là, mais vous allez passer par là, vous allez sous les tirs d'artillerie à découvert sur un terrain que vous ne connaissez pas, monter à la contre-attaque de Gabriel. Alors là, on le voit dans le film de Schoendorfer sur Dien Bien Phu, on voit effectivement cette scène où on menace certains parachutistes vietnamiens avec le pistolet parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Comme dira le colonel de Castres, ils ne sont pas allés à la contre-attaque de bon cœur. C'est un euphémisme. Mais c'est pareil, ça paraît tellement étonnant extérieurement maintenant, avec tout ça. C'est surtout ce qui est étonnant, c'est que normalement, il y avait 2 bataillons, souvenez-vous, de réserve générale chargés de faire ça. C'était le métier. Mais le manque d'effectifs a fait en sorte qu'on a dépensé en des missions statiques à la fois le 8e choc et à la fois le 1er BEP. On va quand même envoyer 2 compagnies du 1er BEP accompagnées par des blindés pour monter à cette contre-attaque. Il va y avoir apparemment des incompréhensions des ordres et les gens de Gabriel, les survivants, vont comprendre que ceux qui montent à la contre-attaque,
eh bien, ne sont pas là pour les aider à conserver Gabriel, mais c'est Juste une mission couvrir de leur retraite. recueil. Oh, purée. Et donc, le capitaine Gendre, qui a pris le commandement de facto du centre de résistance, eh bien, dit à ses gars, voilà, se charger de nous recueillir, et Oh, il quitte Gabriel en courant. Et donc, Gabriel tombe Le lendemain. le 15 mars, en début de matinée. On sait qu'il y a, dans l'après-midi, il y a quelques tireurs sur Gabriel qui vont continuer à faire le coup de feu. On le sait. Et tous ces gens-là, ce qu'il en reste, reviennent. Tac. Eux, les restes de la garnison de Gabriel vont aller renforcer Isabelle. C'est pareil, on a une centaine de survivants, on a eu environ 150 tués, et puis plusieurs centaines de prisonniers. Juste pour savoir, côté Viet Minh, c'est juste parce qu'il y a un moment où on se dit, on a envie d'avoir quand même un peu de nouvelles. On leur fait, enfin bon, c'est peut-être pas comme ça d'ailleurs qu'il faut le dire, surtout maintenant, mais on leur fait un peu de mal. Ils vous ont dis- bien encaissé quand même. Ah bah, les régiments, les régiments de la 308 On mangeait. sévèrement morflé. Alors, à vue de nez, on comptabilise 1500 tués. Donc, sans compter ceux qu'on ne voit pas, sans compter les blessés. Ouais, c'est Ah oui. gigantesque. Donc, on a oui, envoyé d'accord. quand même 2 régiments de la 308 et après, il y a un 3e qui est intervenu. C'est énorme. Ça veut dire que ça énorme. vous casse une division, puisque ça vous casse son infanterie. Ouais. Hein. Ah oui, Donc, d'accord, ok. donc, les pertes sont excessivement sévères. C'est pas pour rien que vous disiez que l'importance à prendre en compte l'état d'esprit dans lequel était le général Viet, Giap. Giap, pardon, Oui. à dire J'y mets le prix. j'y mettrai Oui. ce qu'il y a besoin, et il l'a fait. Voilà. Et alors, on a demandé plus tard au lieutenant-colonel Langlais qui commande les contre-attaques, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé vos 2 bataillons ou au moins un à la contre-attaque? Lui, il dira que de toute manière, effectivement, c'était dépensé en mission statique, que le temps de les réunir, ça aurait pris trop de temps, alors que le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens était déjà regroupé. Et il dira aussi, au vu de la physionomie des combats, mes 2 bataillons de réserve, c'était mes pièces maîtresses. Si je les avais dépensés tout de suite, et le prochain coup dur, il se serait passé quoi? Ça peut s'entendre. Mais c'est là aussi qu'on en revient toujours à, finalement, la bataille n'a pas été assez pensée, puisqu'on était incapable de répondre intellectuellement aux défis qui nous étaient donnés. C'est là qu'il y avait un problème, visiblement. Parce que si Ouais, finalement on j'entends ne pouvait pas se servir de nos réserves, En se disant, il y a sous peut-être un autre prétexte- coup dur parce Eh qu'on oui. ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un reproche que l'on peut adresser à l'ensemble du commandement français. Alors, par rapport aux remarques, c'est et si, justement, cette contre-attaque avait été mieux menée ou si elle avait été plus heureuse, et si Gabriel avait été conservé? Alors, Impact pour la poursuite de la bataille. il y a des moments dans une bataille où on peut sentir des bascules, etc. À mon sens, mais ça n'engage que moi, effectivement, le fait de ne pas avoir repris Gabriel a scellé le sort du camp retranché, puisque Gabriel prise, c'était la fin du terrain d'aviation. Pouvait-on reprendre Gabriel avec les moyens dont on disposait? Oui, à ce moment-là. Parce qu'ils avaient pris quand même des sales coups, il y avait encore les chats. il y Oui, avait alors encore c'était la Syrie, question, pouvait-on s'y maintenir? il y avait- Peut-être. Peut-être que oui, il aurait fallu parachuter du monde, peut-être réorganiser sous le feu, mais encore, dans la journée, on pouvait travailler relativement aisément puisque le Viet Minh manifestait peu son artillerie pour ne pas se faire contrebattre. Donc oui, et alors on a fait beaucoup de reproches au colonel de Castres. Dans la majorité des cas, un autre que lui n'aurait sans doute pas fait mieux. Peut-être que par contre, sur Gabriel, il a manqué de caractère. Peut-être qu'un autre chef, effectivement, aurait retaper. peut-être plus vu le danger et aurait pris un risque. Bon, il était aussi dans un phénomène de sidération, ou peut-être qu'il n'avait pas la clairvoyance. Bon, de toute manière, c'est très facile ici. Voilà. Il ne s'agit pas de faire le procès, mais d'émettre des pistes. Alors, Donc, voilà, et au bout de 2 jours. Et la conséquence directe, c'est que notre fameux terrain d'aviation, Central, élément central, élément central, pour le ravitaillement Et est maintenant pris sous le feu. il est sous le feu. c'est Et ça. donc, on ne peut plus, pour l'instant, atterrir que de nuit. Ouais, voilà. Et Ah ce oui, d'accord. sera jusqu'au 26 mars 1954, Le cas. date à laquelle il n'y aura plus de possibilité d'utiliser la piste d'aviation. Alors, entre-temps, donc nous sommes 2 jours après, donc stupeur là que ça commence à faire, au bout de 2 assauts, on a quand même nos 2 pièces maîtresses et on a la superficie de Dien Bien Phu, vous voyez, qui commence à se réduire. On envoie le chef de bataillon Bijard et son 6e bataillon de parachutistes coloniaux ou colonial, on l'envoie en renfort en se disant Bijard, il a la baraka, en avant. Bon, c'est vrai, mais ce sont, je dirais, 650 hommes
voilà, face quand même à une armée Viet Minh qui a subi des pertes. Mais on envoie effectivement ce bataillon para, avec l'espoir d'abord de redonner du moral, dont la garnison a bien besoin, et puis effectivement que ça soit un peu opérationnel. Mais, pas de chance, eh bien, on a effectivement notre bataillon taille numéro 3 qui est sur Anne-Marie, qui a vu à quelle sauce ont été mangés Béatrice et Gabriel. Ce sont des gens dont les parents, la famille vivent dans la région, ce sont des gens qui ne sont pas préparés à ça. Et dans l'après-midi du 16 mars et dans celle du 17 mars, eh bien, on va commencer à avoir des tailles. Alors le jeu de mots est facile, il sera fait à l'époque, les tailles se taillent, parce qu'effectivement, ce combat n'est plus le leur, ils laissent leur équipement et eh bien, ils s'en vont. Et donc on se retrouve sur nos centres de résistance Anne-Marie 1 et Anne-Marie 2 avec un vieux sous-officier français et puis quelques partisans taille qui eux n'ont pas déserté, qui sont fidèles. Bon, pour éviter l'hémorragie, le 17 mars, le commandement français eh bien, décide le repli de la garnison taille de Dien Bien Phu et Anne-Marie 3, Anne-Marie 4, qui sont deux points d'appui, eh bien, deviennent Huguette 6 et Huguette 7. Donc rattaché un petit pion noir ici, à la limite. Tac. Et donc Anne-Marie tombe. Et là, nous sommes le 17 mars. Tiens, le pion noir, il est là-bas. Hop. Voilà. Et donc, nous sommes le 17 mars, donc 14, 15, 16, 17, 4, 5 jours de combat. On en est là. Alors, 1, 2, 3. 3 centres de 3 points de. Plus d'aviation 2 jours. Et alors, donc, le ravitaillement eh bien, est sévèrement compromis. On commence les parachutages. On réussira grosso modo à parachuter environ 100 tonnes par jour à la garnison française de Dien Bien Phu. Bon, ça sera insuffisant. On avait calculé qu'il faudrait par jour 7 kg de ravitaillement par homme. Il en faudra 12 en fait. Donc, effectivement, il en faudrait 12. Et puis, avec le rétrécissement du camp retranché, comme je l'ai dit, à la fin de la bataille, il y aura 30% de pertes qui iront directement nourrir les canons ennemis. Les canons de 105, les autres auront les mêmes et en avant. Ce sont des canons de 105 que les Chinois ont pris aux Américains pendant la guerre de Corée et qu'ils ont donnés. Voilà. Une fois encore, preuve du soutien de la Chine. Voilà. Alors, est-ce que tout est perdu? Eh bien, on garde confiance. On garde confiance et on demande notamment aux Français de reprendre un peu l'initiative. Et le 28 mars, le Viet Minh fait quand même des pauses. Ça lui a coûté fort cher, Béatrice et Gabriel, donc il se réorganise. Il se dit que s'il fait ça à chaque fois, quand même, il va casser du monde. Donc, nouvelle tactique, au mois de mars, eh bien, c'est le grignotage du dispositif et c'est ces fameux, effectivement, les boyaux, les tranchées, comme pendant la guerre de 14. Et d'ailleurs, les Français parachutent à leurs troupes des règlements sur la guerre des mines, sur les boyaux, les tranchées, etc. Puisque la physionomie de la bataille évolue à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Donc, le 28 mars, eh bien, Bijard est chargé eh bien, de monter une action offensive. D'abord pour donner du moral, encore une fois, mais aussi très pratiquement pour dégager, puisque en fait le Viet Minh a été un peu présomptueux et il a avancé sa DCA à l'ouest du camp. Et donc le chef de bataillon Bijard met en musique, selon l'expression militaire, son opération. Hein. On a 2 bataillons qui attaquent, un bataillon de réserve et un bataillon chargé de les recueillir lorsqu'ils se replieront. Avec l'aviation, c'est les fameuses images de Bijard avec ses téléphones de campagne. Et là, il se révèle être un chef et un tacticien. C'est vrai qu'après, il aura des prises de position ou des déclarations quant à la stratégie qui sont peut-être plus contestables, mais là, il est dans son élément et effectivement, eh bien, il va neutraliser les pièces de DCA, mais cette action est un va-et-vient. Hein, elle cause quelques centaines de pertes quand même chez l'ennemi pour très peu. Je crois que ça doit être 350 tués chez l'adversaire, une vingtaine chez les Français, neutralisation de quelques tubes de 20 mm, de 12-7, mais finalement, on revient là. Bon, ceci dit, on a taillé le Viet Minh s'est calmé. En même temps, 2 jours plus tôt, on a eu une action offensive de la part des légionnaires d'Isabelle, hein, parce que jusqu'à présent, il y a la liaison qui se faisait avec le sous-secteur centre. Eh bien, on a anéanti 2 compagnies de Viet Minh. Donc, on a ces 2 actions offensives qui, à la fin du mois de mars, font du bien pour le commandement qui se dit, bon, on garde des capacités offensives certaines, même si on s'est pris un coup sur la tête. D'accord. Je voulais en profiter pour remontrer, si c'était possible, la carte plus générale qui était, il me semble, si j'arrive à la retrouver, où on avait les positions d'artillerie.
ça montrait quand même bien où est-ce qu'il y avait depuis. Voilà. Je vais peut-être la mettre en gros plan. Donc là, on l'a dans l'axe, dans le bon axe. Alors je dis, hein, les Oui. cartes et comme l'ouvrage ont été faites Pour donc qu'on- par les oui. éditions Talendier, voilà, pour l'utilisation par leur cartographe. Alors vous avez ici effectivement les pièces d'artillerie, c'est le losange, donc voilà, qui cache bien le champ de bataille, Ouais. et les petits points, eh bien, ce sont les canons de 37 mm chinois, donc avec une cadence de tir élevée. Il paraît peut-être que certains étaient conduits au radar. En tout cas, la question s'est posée, qui sert ces canons de 37? Alors certains ont dit des Chinois, d'autres contestaient, disaient qu'il y avait simplement un conseiller chinois. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec des Chinois, de toute manière, il y avait des Chinois dans l'état-major, il y avait des conseillers depuis fin 49. D'accord. Euh, D'accord. voilà. Du coup, Isabelle, c'était juste pour le replacer. Il est Isa- là. Voilà, vous voyez, donc Isabelle. Là, on il se y a rend un quand peu même plus une compte de distance, cette Isa- distance voilà, réelle. Isabelle est isolée Oui, d'accord. Très bien. du reste. Donc on est fin mars, on a quelques petites victoires, un petit regain de beau. Oui, c'est-à-dire que voilà, le mois se termine mieux que ce qu'espérait. Mais c'est sans compter sur ce qu'on va appeler la bataille des 5 collines, qui va arriver à la fin du mois de mars et qui vise la face est du camp retranché de Dien Bien Phu. Alors cette bataille des 5 collines, hein, c'est les Élianes et les Dominiques. Donc je le rappelle, je l'ai dit, évidemment point névralgique, parce que si tout ça saute, hop, la bataille est finie. Oui. Le colonel Langlais, qui commande les contre-attaques, fait un tour sur ces centres de résistance, donc où il y a des tirailleurs marocains, tirailleurs algériens, un bataillon de taille. Il trouve ça un peu faible et dans la journée du 30 mars, parce qu'il sait que l'attaque est pour bientôt évidemment, hein, on ne l'ignore pas, et ben il va renforcer. Alors ici, il va mettre des parachutistes du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, les survivants. Ici, on va mettre du légionnaire du 1er BEP sur Eliane 2, notamment le lieutenant Luciani. Voilà, il renforce ça et puis les bataillons taille qui ont flanché ici, il les met pas en première ligne parce qu'il sait qu'au premier choc, ça va sans doute se volatiliser. Oui. Donc voilà, on réorganise, on fait monter les réserves. On a également je ne sais plus à quel moment, c'est un peu plus tard que le régiment de chasseurs parachutistes, le bataillon va arriver. D'accord. Et puis bah, effectivement, fin mars, début avril, eh bien, commencent les combats très durs, peut-être les plus durs depuis le début de la bataille, pour les Élianes. Alors, c'est un peu compliqué, permettez-moi, donc Bien c'est un sûr. peu compliqué. Vous avez effectivement... Voilà. Alors, donc sur Dominique 1, pardon, qui est là. Bon, Dominique 1 tombe très vite. Dominique 2 va être reprise, abandonnée ensuite par les Français. Sur Eliane 2. Pardon, Dominique 1. Dominique 5 et Dominique 2. Donc aussi, c'est pareil, comme j'ai dit, saute. Bon, après, je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'après, on va remettre les Français, donc il faut peut-être attendre la bataille. On ne va pas rentrer de toute manière dans chaque position, mais en sachant qu'à la fin de la bataille des 5 collines, on va dire au 10 avril. Hein, les combats se poursuivent jusqu'au 10 avril. Le premier RCP a été parachuté jeté dans la bataille. Ok. On a Eliane 2 qui est divisée en deux. D'accord. On a Dominique 2 donc, qui est toujours française. Dominique 5 qui doit être prise. Oui. Et Dominique 6 a été abandonné. Et on a toujours Dominique 3. Là, c'était les canons. C'est le fameux épisode du lieutenant Brambrook avec ses canons de 105 qui débouche à zéro et donc qui fait tirer ses tubes de 105 à l'horizontale pour éviter en fait que ça monte. Tout simplement qu'ils arrivent au sous-secteur centre. D'accord. Voilà le dispositif, grosso modo, je crois qu'elle vient. En avril, Voilà. moitié du mois d'avril. Voilà. Alors là, les choses se compliquent Bah oui. parce que les bataillons ont fondu.
les compagnies ont été divisées de moitié, c'est environ 60, 80 combattants maximum. Et, on largue aussi le deuxième BEP au cours du mois d'avril. Mhm. Il va plutôt agir par là. Et effectivement, on commence à discuter d'un éventuel recueil de la garnison de Dien Bien Phu ou alors d'un renforcement. En tout cas, le général Navarre, on lui reprochera d'avoir alimenté la bataille. Il faut d'abord, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il en a reçu l'ordre de la part du gouvernement. Ensuite, d'un point de vue militaire, il ne va pas les laisser tomber. Tant que la situation n'est pas terminée, il est de son devoir de fournir à ses hommes les moyens de tenir. Oui. Ensuite, il le dira, l'honneur militaire le commande, et il dira également, si ça se trouve, les négociations feront qu'on tiendra jusque-là et qu'on pourra faire un cessez-le-feu. Donc, on continue à parachuter des gens. C'est effectivement l'époque où on va parachuter des combattants non brevetés parachutistes qui sautent pour la première fois. Il y en a 700 qui seront parachutés sur 1800 candidats, tout simplement parce qu'en fait, le potentiel aérien ne permet pas d'en faire sauter plus. Donc, on peut dire qu'ils étaient 10 800 au début, et en fait, jusqu'à la fin du mois de mai, entre ceux qui seront encore aérotransportés tant que la piste d'aviation sera praticable et ceux qui vont être parachutés, il y aura 4277 renforts à Dien Bien Phu. D'accord. Donc, ça fait grosso modo une garnison d'un peu plus de 15 000 hommes au total. Qui auront combattu du côté de l'Union française. On en est à quel niveau sur les forces Viet Minh? Parce qu'ils sont partis, on l'a vu, ils avaient effectivement les coulis pour pouvoir faire tout le travail, il y avait quand même 50 000. D'abord, le nombre de coulis va augmenter et surtout, on va avoir la division 304 qui est là, qui va venir en renfort. On était parti à 28 bataillons, on aura eu 33 bataillons. D'accord. Contre finalement 12 plus 5. Ouais. Donc 33 contre 17, donc un rapport quasiment de... Alors la question justement par rapport à ce que tu disais, c'est si Navarre avait refusé d'envoyer les bataillons d'élite parachutistes, est-ce que le camp retranché serait tombé plus vite? Sans doute, oui. Oui, parce que bien sûr, tous les bataillons parachutistes engagés ont eu un rôle et ont permis effectivement de rétablir des situations compromises. Et parfois, et même après la bataille, le Viet Minh sera étonné de voir dans la reconquête de certains points d'appui avec combien de personnes ils ont repris ça. Hein. Mais bon, effectivement, le métier de soldat qu'ils avaient, les moyens, faisait que parfois avec une ou deux sections, on arrivait à faire des choses. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que sans ces bataillons parachutistes, Dien Bien Phu n'aurait pas tenu aussi longtemps. Certes, dans l'histoire de la guerre d'Indochine des Dien Bien Phu, les parachutistes ont tendance à être surreprésentés un petit peu, mais je dirais aussi à juste titre, parce qu'il y en a peu qui étaient capables de faire ce qu'eux faisaient. C'était vraiment effectivement des troupes d'élite. Du côté du général Navarre, on dit, si les choses en restent là, de toute manière, c'est qu'une question de temps. Donc le général Navarre, au début du mois d'avril, il demande à ce qu'on se rapproche des Américains. Ce n'est pas lui qui le fait, évidemment, mais il s'adresse à sa hiérarchie. Et c'est le fameux plan Vautour. Est-ce qu'un bombardement de B-29 massif pourrait sauver Dien Bien Phu? Mais il le dit, si c'est le cas, c'est tout de suite. Voilà. Alors évidemment, on sait comment ça se passe. Les Américains sont pas vraiment chauds, ils font traîner, ils disent nous à la limite on veut bien, mais il faut que les Britanniques donnent leur accord. Ils savent très bien que les Britanniques ne donneront jamais leur accord, donc ça leur coûte pas cher. Et puis finalement ces discussions, vers la fin du mois d'avril, finalement on dit on fera rien. Mais de toute manière, ça ne servait plus à rien à ce moment-là. Hein. C'était déjà trop tard. Alors c'est pareil, on réfléchit, est-ce qu'une action extérieure, parce qu'en fait une place assiégée peut être libérée soit directement, soit de manière indirecte, est-ce qu'à partir du delta du Tonkin, on pourrait sortir, couper la route d'approvisionnement? Le Viet Minh l'avait prévu évidemment, ça nous aurait coûté beaucoup de monde et on s'est aperçu que finalement ça aurait été trop tard parce que les effets d'une coupure du robinet, si vous voulez, aurait mis 3 semaines à se faire sentir. Finalement, tout était tombé. Alors, on déclenche quand même à la mi-avril 1954 l'opération Condor, qu'on avait d'abord appelée Xénophon. C'est une colonne de partisans et de réguliers qui viennent du Laos. C'est la fameuse colonne Crève-Cœur, qui porte, comme je le dis souvent, improprement son nom, parce que Crève-Cœur commande les forces du Laos, mais la colonne est commandée par le lieutenant-colonel Godard. Donc cette colonne Godard, elle part du Laos, et puis elle remonte en direction de la vallée de Dien Bien Phu. On ne sait pas trop pourquoi, mais on l'envoie. De toute manière,
de toute manière, ces forces sont incapables de rivaliser avec les réguliers Ce qui est Viet Minh. en face. Oui. Mais bon, voilà, on les envoie pour tendre la main Pour les aux forts. gens de Dien Bien Phu. Ouais. Alors, il y Et a- puis, ouais. Il y a un point de situation qu'on peut faire là côté Viet Minh, c'est que la bataille des Cinq Collines a coûté aussi extrêmement cher Oui. à la division 316. Parce que bien évidemment, les combats sont des combats qui sont en fait effectués par des attaques, des prises de position, les feux de batterie évidemment dévastent Oui. ceux qui attaquent à découvert. Mhm. Ensuite, il y a eu des contre-attaques menées par les parachutistes notamment, qui reprennent les positions. On se repose, le Viet Minh se réorganise, il réattaque. Donc en fait, c'est un ensemble de Le combats, va-et-vient dont parlait. de va-et-vient dont on parlait. c'est bien ça. Et à ce moment-là, la division notamment 316 et puis une partie de la 312 ont subi des pertes terribles qui amènent, parce que c'est ce point qui est important, qui amène aussi Giap à se demander jusqu'où il peut pousser ses pertes et combien de temps il va lui falloir finalement pour venir à bout Pour faire craquer. pour venir à bout du camp retranché, Mhm. parce que ça ne se passe pas aussi rapidement qu'il l'imaginait. Mhm. Et lui, il comptabilise. Et c'est là où on en vient à cette question du moral et de la fameuse question qui va s'appeler la crise du moral de chez l'adversaire. Oui, tout à fait. Et donc, Giap sanctionnera certains de ses cadres pour dérive droitière, parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Alors, on ne sait pas si certains ont été passés par les armes. Mhm. À mon avis, je ne pense pas. Ils ont surtout été versés dans des unités qui avaient peu de chances d'en ressortir vivantes, notamment les unités de Bangalore qui allaient faire sauter les barbelés, etc. etc. Alors, il ne faut pas oublier que l'attention a été focalisée sur la face est du camp retranché, mais il se passait aussi des choses à l'ouest en ce début du mois d'avril. Ugat 7 a été attaqué et est tombé, et on a réussi à conserver Ugat 6, mais pour combien de temps encore? Voilà, donc vous voyez hein, que ça se réduit comme peau de chagrin. Et pour compliquer le tout, à partir de la mi-avril, eh bien, la pluie fait son apparition et commence à tomber. C'est la période. Alors, mousson, c'est une expression qu'on utilise pour les Indes, mais en Indochine, c'était la saison des pluies. On D'accord. n'utilisait pas le terme de mousson, donc Mhm. la saison des pluies commence. Et 15 avril, eh bien, voilà. Alors, c'est pas bon pour les Français parce que la saison des pluies, c'est la couverture aérienne qui disparaît, l'appui aérien qui disparaît et le ravitaillement qui se raréfie. Et puis les conditions du champ de bataille vont se dégrader. On a parlé tout à l'heure avec vous et Guillaume de la comparaison Nassan-Dien Bien. Mhm. On a parlé du bois d'œuvre, on a parlé des graviers, mais on a oublié de parler de quelque chose de fondamental, c'est de la nature du terrain. À Nassan, c'est un sol de latérite. Donc la latérite, c'est assez dur et on peut creuser des parois, des choses assez nettes. Ce n'est pas le cas à Dien Bien, c'est un sol limoneux, argileux. Et évidemment, les abris déjà très précaires vont s'écrouler et s'effondrer à cause de la friabilité. Et évidemment, on les voit patauger dans l'eau, on a ces images pathétiques des blessés aussi, dont certains, paraît-il, allongés, seraient morts noyés. Enfin bon, ça devient compliqué pour les gens de la garnison de Dien Bien Phu à la fin du mois d'avril. Surtout que le Viet Minh, lui, il s'est reconstitué quand même et il peut aligner quand même une force de encore 14 000 fantassins purs pour l'assaut final. Vous voyez qu'aussi en termes de chiffres, c'est pas Stalingrad, c'est pas voilà, vous êtes dans des volumes en face de ces fin avril, en face de ces 14 000 hommes plus le reste. 50, hein? Non? Enfin, on peut le dire comme ça. Non, mais ils ont toujours, je parle de 14 000 hommes pour rien que l'assaut. D'accord, oui, ok. je parle en fantassin parce que D'accord. je parle en fantassin, c'est-à-dire que je 36 000 pertes derrière. non, Waouh. non, pas du tout. D'accord. Je laisse de côté les appuis, Appuis etc., derrière. qui D'accord, sont juste d'accord, derrière. pardon. Là, c'est D'accord. vraiment les mecs au contact. On a un rapport, et du côté français, on est capable d'aligner quoi? On ne sait pas trop, 2000, 2500 hommes sur l'ensemble. Donc évidemment, ils attaquent du fort au faible, et ça va être compliqué. Alors pourquoi 2500 hommes? Parce que ça aussi, ça fait partie de ces éléments autour de Dien Bien Phu, c'est que le nombre de combattants réels, parce que c'est une chose qui est abordée, quand on parle de la garnison, il faut bien faire la distinction entre les services,
le soutien, les combattants réels, ceux qui sont opérationnels. Évidemment, il y a les blessés, maintenant qui se sont accumulés, qu'on n'arrive plus à évacuer. Et puis, il y a ceux qui vivent leur vie. Voilà. Il y a ceux qui sont sur les cartes d'effectifs, mais on ne les voit pas beaucoup. Alors, ces gens-là, pour en avoir discuté avec des anciens combattants, donc c'est important aussi parce qu'on parle de la valeur des archives, des livres, etc., qui donnent une idée. Et parfois, on n'a qu'une partie voilà, de l'histoire. Et en parlant avec les combattants, voilà, là, le témoignage apporte un éclairage nouveau. En parlant avec le lieutenant Luciani, on a parlé de ces histoires, de ces fameux rats de la Namioun qu'on a appelés, c'était les déserteurs. Rats, pourquoi? Parce qu'ils vivaient sur les berges de la Namioun, ils s'étaient creusés des espèces d'habitats troglodytiques et ils vivaient en fait de la rapine, ils récupéraient ce qu'il y avait dans les colis, etc. Alors, ça, c'est l'image qu'on a été donnée. Pierre Rocol, dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, Pourquoi Dien Bien Phu en parle, évalue ce chiffre à la fin de la bataille à environ 1060 hommes, à savoir un 14e des effectifs quand même, donc ça serait beaucoup. Et il dit, mais finalement, des vrais déserteurs, il y en a eu, certes, mais pas tant que ça. Et de son point de vue, à lui et à d'autres, finalement, c'était des gens qui n'étaient plus commandés, soit leur cadre était mort, et puis effectivement, ils n'avaient pas repris de même. Alors, c'est une forme de. C'est pas qu'ils voulaient plus combattre, c'est que finalement, on n'est pas allé les chercher. Et puis d'autres, finalement, n'ont pas été intégrés dans des formations. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait des unités qui avaient une certaine cohésion encore, même s'il ne restait plus que quelques dizaines de types, et on ne voulait pas amalgamer des éléments qu'on ne connaissait pas. Et donc, certains se sont vus fermer la porte, voilà. Et donc, finalement, ils ont fait leur vie là. Donc, ces déserteurs, c'est pareil. Encore une fois, en histoire, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris, et on a un peu de tout. On a le vrai salaud, si vous me permettez l'expression. Et puis, on a celui qui fait comme il a pu. Voilà, parce qu'on a même des trafics de fausses citations pour après. On récupère du papier à en tête et on distribue des fausses citations, etc. Alors, on va avancer un petit peu plus loin dans la bataille, mais ils vont se retrouver à un moment, fait prisonniers, repliés quand même, repartir. Non, ils seront faits prisonniers avec les autres. C'est pour ça que dans les camps de. On ne sait pas, parce que tout n'a pas été écrit encore, puis tout n'est peut-être pas bon à dire, mais dans les camps de prisonniers, effectivement, celui qui avait combattu bravement sur son centre de résistance côtoyait celui qui n'avait pas vu grand-chose de la bataille, parce qu'il s'était dit, c'est pas mon combat. Oui, je comprends. Mais la remarque vraiment fondamentale par rapport à ce rapport de force à mi-avril, c'est bien qu'il reste encore là, mi-avril, on est à quoi? On est à 10 000 personnes. 10 000, 10 000, on a un effectif en personnel de 10 000 donc personnes à Dien Bien Phu, y compris les blessés, j'entends. Mais voilà, les combattants, ceux qui tiennent, ceux qui sont derrière la mitrailleuse, qui sont avec la grenade, il y en a quoi? C'est ce que tu dis, 3 000. C'est pour ça, c'est pareil. C'est un tiers des effectifs. Et en face, tu as 14 000. Voilà. C'est pour ça que lorsque l'on parle de combattants, à chaque fois il faut savoir de quoi on parle. Effectivement, après, ces hommes peut-être seront égaux face à la captivité, mais en tout cas, ceux qui sont battus sur les points d'appui face aux Viet Minh en encaissant pendant 56 jours, 56 nuits, n'ont pas eu la même bataille que celui qui s'occupe du soutien, qui est responsable du matériel, etc. Et alors qui peut perdre la vie aussi en sortant. Mais sinon, voilà, on a par exemple, moi je le citais, cet exemple pas connu d'un héros effectivement ordinaire, c'est un sapeur qui a sa machine pour épurer l'eau sur un bord de la Namioun, il est tout seul dans son coin. Bon, et voilà, lui, il va éviter les projectiles, etc. Le but, il est responsable de son épurateur d'eau pour fournir de l'eau à ses copains. Mais il n'a pas vu de Viet Minh, effectivement, il a vu le fracas des combats, il a reçu quelques pélos de temps en temps. Et voilà aussi ce type de guerre donc, à mettre. Mais il en faut aussi. Oui, bien sûr. Sinon, il n'y a pas d'eau derrière. Comme tout, oui, tout simplement. Alors, dans les petits éléments dont on parle au détail, c'est qu'à un moment, les chars ont été utilisés pour reprendre ici. Parce qu'on peut se poser aussi la question de savoir à quoi on a servi. À chaque fois que je parle de contre-attaque, il y a un blindé. Mais les blindés vont servir de cible privilégiée, ils vont être impactés. Et donc, un certain nombre. Il y en a un qui va rester sur Eliane 2, même il y est toujours. Eliane 2, que les Vietnamiens appellent la colline A1, c'est un peu la colline témoin. Quand vous visitez Dien Bien Phu, vous allez sur Eliane 2, alors, ils ont laissé le char. Ils ont, quand je dis colline témoin, c'est ça, parce que pour l'éternité, ils ont coulé les tranchées, les sacs de sable avec du béton. Ils ont, pour le décorum, rajouté un petit peu de fil de fer barbelé contemporain.
Bon, Ouais, mais c'était pas ça. on comprend qu'on a perdu la bataille quand on voit Liane 2 comme ça. Hein, ça a été largement quand même Mise en scène. mis en scène. Ouais. Dernière chose sur cette période, le problème du commandement. Alors, on a parlé à une époque de pronunciamento des parachutistes, à savoir que le colonel Langlais, Bijard, aurait dit à De Castres laisse-nous faire. Tu connais. Voilà, toi, t'es un mou. Et Langlais aurait dit voilà, De Castres se contentait d'envoyer juste les messages à Hanoï et on faisait la vraie guerre. Oui et non, encore une fois, chacun est à sa place. La vérité est plus complexe. De Castres reste le chef, incontestablement. C'est lui qui dirige la bataille, mais effectivement, il laisse le soin et il délègue à son subordonné les contre-attaques. Et comme il l'a dit, lui, dans la commission d'enquête sur Dien Bien Phu, avec son tempérament, le colonel Langlais qui commandait les contre-attaques, si c'est lui qui avait été aux commandes, la bataille n'aurait pas duré 56 jours, 56 nuits. Ouais. Voilà. Donc, mais grosso modo, après les premiers flottements du début, la réorganisation, c'est une équipe d'état-major soudée en fait, qui fait face avec les moyens du bord. Ok. On en arrive à la fin. Alors, juste encore une précision, c'est par rapport au soutien en artillerie des Viet Minh, c'est que justement un des drames, et on va parler de cet épisode qui est assez surprenant, mais un des drames qu'a vécu la garnison française, c'est que l'artillerie française, qui était quand même forte, n'a jamais été capable en fait d'empêcher l'artillerie Viet Minh de la matraquer. Et de faire aussi son travail, hein, c'est-à-dire d'appuyer les offensives des Baudeuil, hein, du combattant de Viet Minh. Et c'est un des échecs notoires hein, du plan de bataille. Pas celle-là. Alors celle-ci et celle-ci, bah si, parce que l'ensemble. Mais c'est-à-dire que quand Navarre prend la décision d'accepter la bataille à Dien Bien Phu, et il dit et l'artillerie, et donc il se tourne en tant que responsable vers tous les responsables de l'artillerie en Indochine. Comme je disais, celui qui commande l'ensemble de l'artillerie, celui qui commande le Nord, celui qui est désigné pour commander l'artillerie, le lieutenant-colonel Pirotte à Dien Bien Phu, et il a aussi l'avis d'artilleurs éminents en France. Tout le monde lui dit ça va coller. On est très sûr de soi, on est des polytechniciens et on dit de toute manière, le Viet, dès qu'il tire un coup de canon, moi je verrai la lueur du départ et puis ça va être bouclé. On répond boum, c'est fini. Or, parce qu'on a l'habitude en fait du tir à contre-pente, c'est-à-dire que grosso modo, vous avez une colline qui est là, la pente est ici et la contre-pente est là. Et on pensait que le Viet Minh, comme ça se faisait dans les manuels d'artillerie français, mettrait à contre-pente avec des tirs courbes. Et pas du tout. Là-dessus, l'intervention des Chinois va être décisive. Les Chinois, c'est ce qu'ils ont fait en Corée. Ils vont installer leur canon pente. Donc effectivement, en théorie, on se dit, c'est visible, un coup de contre-batterie et c'est fini. Mort. Mais ils vont creuser des galeries extrêmement bien camouflées dans la montagne. Par là notamment, de ce côté-là. Mais surtout ici, extrêmement bien camouflées. Et en fait, on aura énormément de mal à localiser ces tirs à partir du moment où, en fait, dès qu'un coup est parti, on rentre le canon. Et effectivement, c'est difficile à détecter. Alors, on sait qu'on en a touché quelques-uns. Et justement, on parlait de l'ouverture des archives. En fait, et du petit ouvrage Dien Bien Phu vu d'en face, et on s'aperçoit quand même que l'action de l'artillerie et de l'aviation française a été relativement efficace. En tout cas, on avait très bien identifié les positions. Donc, on n'était pas aveugle totalement, mais c'est qu'on n'avait pas les moyens. Et c'est vrai que là-dessus, peut-être que d'envoyer 60 B-29 sur une position d'artillerie, ça aurait pu peut-être réveiller les gens en dessous. Donc effectivement, cette incapacité à museler l'artillerie amène le suicide du lieutenant-colonel Pirotte, celui qui commande l'artillerie à Dien Bien Phu. Pourtant, c'est un bel artilleur, un beau soldat. Il a perdu d'ailleurs un bras lors d'un précédent engagement, plusieurs fois cité, Seconde Guerre mondiale. Et donc, il dégoupille une grenade avec sa main valide, se couche dessus et se suicide. On va tenter de camoufler ce suicide au début, puis finalement, la rumeur va se répandre et on va le savoir. Donc en plus, on perd notre spécialiste artillerie. Voilà, donc Fin avril. non, c'était au tout début. On n'en a pas parlé, mais c'est au début, ça doit être le le 16 mars, quelque chose comme ça, 15-16, tout de suite. Donc bon, il sera évidemment remplacé, mais pour vous dire effectivement que cette incapacité à museler l'artillerie plus la canon de DCA, c'est ça qui étouffe Dien Bien Phu. Ok. Alors il y a un autre point, parce que c'est vrai que je profite que Yvon soit là pour rentrer un peu dans certains détails.
c'est que le Viet Minh a aussi utilisé une technique qui est assez coûteuse en hommes, hein, c'est qu'il a procédé à des vagues d'assaut pour submerger littéralement en fait, les positions françaises. C'est quelque chose qui est assez difficilement imaginable pour nous. Mais justement, là, du côté en fait, de l'ennemi, eh ben, ça fait partie d'une préparation idéologique, d'un but politique à atteindre. Et donc, on est prêt à aller au sacrifice. Alors, tout à l'heure, on disait les équipes de Bangalore, hein, c'est ceux qui passent en premier. Alors là, le taux de perte est effroyable. Mais si on arrive à ouvrir une brèche avec un Bangalore, avec des grenades, à faire sauter donc les barbelés, à faire sauter aussi des mines qui n'ont pas beaucoup fonctionné pour des raisons d'humidité, on parlait, et que derrière, ça permet à la deuxième vague de monter, de pouvoir essayer d'investir et de terminer au corps à corps. Parce que là, on ne l'a pas dit, mais ça se termine à coups de pelle, ça se termine à coups de baïonnette, c'est à la grenade défensive, dans les boyaux, enfin, c'est limite Première Guerre mondiale. Mais cette technique, c'est quelque chose qui est justement inimaginable en fait côté français. Alors, c'est la doctrine chinoise. C'est la doctrine chinoise. Alors, effectivement, nous, ça nous paraît, parce qu'avec les valeurs judéo-chrétiennes, la valeur que l'on accorde à la vie, etc. Et effectivement, à partir du moment où l'armée populaire vietnamienne trouve refuge en Chine, fin 49, surtout début 50, eh bien, c'est la doctrine chinoise qui lui est enseignée et c'est l'attaque massive qui reprend un peu aussi, en fait, la doctrine japonaise, c'est ce qu'on appelait les charges banzai, où effectivement, la masse doit compenser le feu. Et puis ça marche, puisque à chaque fois que ça sera utilisé, les défenseurs français, de toute manière, soit leurs armes sont chauffées au rouge, soit le temps de changer de bande, etc. Et voilà. Et en fait, il y a donc ces attaques réellement submergées. Clairon, sifflet, en avant. Et voilà, là, c'est véritablement la méthode chinoise qui est appliquée, et d'où les pertes énormes, évidemment, dans les rangs de l'adversaire. D'où, effectivement, le petit moral. D'où le fait aussi que, finalement, si Dien Bien Phu avait pu être prolongé, il faut savoir que les meilleures troupes et les meilleurs cadres du Viet Minh meurent. Et donc, ceux qui attaquent, on a des gamins de 14-15 ans. Hein, puisque, eh bien, sur la fin de l'offensive. Oui, ben, Giap a récupéré dans ses dépôts ce qu'il pouvait, mais ils sont comme ça. Et les combattants français disaient ils sont dopés au choum. Le choum, c'est l'alcool de riz local, et effectivement, ceux qui attaquent sont totalement ivres pour avoir plus de courage et en avant. Donc, de l'autre côté, il en a marre, l'adversaire aussi. Et on ne sait pas, justement, dans les archives, il faudrait voir les archives adverses si elles existent, jusqu'à quel point ils en avaient marre. On ne sait pas, là je dis peut-être sans doute n'importe quoi, mais est-ce que, par exemple, Giap a dit on continue quand même coûte que coûte, ou peut-être qu'on se fixe une date, ou il y a la saison des pluies aussi qui va véritablement se mettre, ça va être un calvaire pour eux, la saison des pluies. Au niveau logistique, pour la praticabilité des routes, etc. etc. Donc, on ne sait pas ce qui se serait passé si... Voilà. Et donc on en revient à cette question fondamentale de l'organisation défensive du terrain. Si elle avait été plus solide dès le départ, voilà. On gagnait peut-être 5 jours, 6 jours. C'est pour ça, on parlait du chronie tout à l'heure, ça ne sert à rien de se demander, par exemple, en termes du chronie, ça ne sert à rien de se demander si on avait eu 5 porte-avions en plus, mais plutôt, ce qui est plus intéressant, si l'organisation défensive avait été mieux faite. Là, ça a plus un sens. Parce que c'était possible en plus. Parce que c'était plus ou moins envisageable en tout cas. Oui, d'accord. Voilà. Il y avait des choses où il aurait fallu faire venir un peu de matériel de Hanoï, alors que déjà le potentiel aérien était bien encombré, mais il y avait des choses à faire. Donc on en est là fin avril, on a notre colonne partie du Laos, souvenez-vous, qui approche, elle est plus très loin. On a le plan, l'opération Vautour, qui est tombé à l'eau. Les grands chefs ne s'en font plus beaucoup. Et puis, on parachute quand même au début du mois de mai. Le dernier, il ne pourra pas sauter en entier, mais les éléments de compagnie du 1er bataillon de parachutistes colonial, du 1er BPC, qui va aller se porter. Et bon, la description que fait justement Jean Pouget, qui commande une compagnie du BPC, explique qu'il arrive dans un terrain bouleversé, c'est un charnier, il ne sait pas très bien où se mettre ou creuser, puisque de toute manière, la terre est meuble, on ne peut plus vraiment faire quelque chose. Et le 1er et 2 mai, c'est l'offensive finale qui commence. Les combats sont acharnés. Et une petite pause le 4 et 5, mais en tout cas, le 4 et 5 et 6, grosso modo, les Élianes, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont plus qu'une poignée. Et donc, elles tombent les unes après les autres. Le 7 mai au matin. Puis en même temps, ils ont progressé le long de la piste d'aviation. Les Huguettes s'est tombé. Les Huguettes aussi sont tombées en même temps. Et donc le 7 mai au matin, même les Claudines,
on est là. Isabelle, Isabelle a été, n'a pas été entamée. D'accord. Vous avez juste un point d'appui qui est Isabelle 5, qui est là, qui avait été abandonné. Mhm. Et donc, Isabelle est encerclée, mais je dirais que la garnison est relativement intacte. Mhm. Alors, que fait-on? Que fait-on là, du point de vue du commandement français? On a évoqué une sortie. Qui peut faire une sortie? Parce qu'on n'a pas parlé aussi de la faiblesse des combattants épuisés par ces semaines de combat, sous-alimentés aussi, parce que le ravitaillement n'arrive plus. Oui, puis c'était déjà de toute façon 7 au lieu de 12, même au début. Oui, hein. voilà, c'est ça. Et donc, finalement, l'idée de faire une sortie qui irait rejoindre la colonne Crève-Cœur est abandonnée. D'abord, tout le monde ne pouvait pas y aller. Mm. Et donc, ça aurait concerné peut-être 1500, 5000, mais ça aurait été voué à l'échec. Le Viet Minh était tellement. Voilà. Mhm. Et donc, liberté de manœuvre est donnée. À midi, le 7 mai, on dit bah voilà, vous tenterez si vous pouvez, voilà, mais en tout cas, pas de sortie, pas de sortie officielle. Et à 17h, eh bien, il y a la dernière communication entre le général Kony, qui est à Hanoï. Connu. Je peux vous la faire écouter si vous voulez. Je peux la prendre. Je la prends là, je l'ai. On a encore gardé. Non, alors c'est effectivement la dernière communication radio avant le départ en captivité. Mhm. Tu l'approches Oui, j'ai d'un des l'approche micros. Du micro, oui. Ouais, ouais. Alors. Là, c'est fou ça. Et donc, c'est une communication où le général Kony de Hanoï demande au général de Castres eh bien, de ne pas hisser de drapeau blanc. Ok. Voilà. Oups. C'est le réveil. J'aime beaucoup mon vieux. Oui. Mais, grosso modo, bon, à bientôt peut-être. Alors, enfin, ça a été coupé. Ça a été coupé parce que lorsque le général de Castres, à Dien Bien Phu, dit je voulais préserver les blessés, Kony dit oui, mais j'ai un papier, moi. Et ça n'apparaît pas dans cette version officielle. J'ai un papier, moi, c'est que le général Navarre lui a donné l'ordre eh bien, de refuser les drapeaux blancs. D'accord. Voilà. Puisque, évidemment, pour ne pas abîmer, en fait, Dien Bien Phu, après la lutte valeureuse, doit mourir d'elle-même. De sa belle mort. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, alors peut-être qu'il y a un ou deux petits drapeaux blancs qui vont fleurir dans un coin, mais ils vont être vite. Enlevé. Voilà. Ordre est donné, en tout cas, aux survivants de détruire tout ce qui peut l'être. Évidemment, matériel de transmission, l'armement, etc., etc. Et puis à 17h, eh bien, c'est le dernier rush des Viet Minh Mhm. sur le camp retranché. Et un peu surpris, les Viet Minh, finalement, ils s'attendaient, ils sont un peu surpris de leur victoire. Et à 17h, eh bien, Dien Bien Phu tombe et on a effectivement, hop, voilà. Pendant ce temps-là, Isabelle tient toujours. Alors que, juste pour en terminer, c'est que tout de suite on fait sortir les prisonniers. On les regroupe par nationalité ou origine. Mhm. Le but aussi est de faire après un travail de propagande, hein, de monter les uns contre les autres. On les regroupe par grade. Et ils ont tout prévu, les Viet Minh. On a des équipes spécialisées, alors spécialisées matériel de transmission, spécialisées armement, spécialisées nourriture, etc., qui rentrent partout. Non, Non, ah non, pas la je Viet. croyais. Ah non, mais ils ne le feront pas comme ça. Hein. Ils ont des petits drapeaux de couleur, donc c'est des codes conventionnels avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, petit triangle bleu, petit drapeau bleu, ici de la nourriture, petit drapeau ici du matériel, ici, etc. Et en fait, ensuite, vous avez des équipes spécialisées dans chaque couleur et donc dans chaque domaine, eh bien, qui va récupérer ce qui l'intéresse, elle. Donc c'est évidemment très très méthodique. Et très rapidement, en fait, effectivement, eh bien, il vide et donc il reste énormément de rations. Hein. Il faut pas, on sait pas, on sait qu'il reste beaucoup de rations, on sait que,
au niveau des, on a tiré à peu près tout ce qu'on pouvait et ils récupèrent relativement peu de coups, mais sinon pour le reste, voilà. Et donc dans la nuit, le lieutenant-colonel Dalland qui commande, lui va tenter une sortie. Il tente une sortie vers minuit et quelques, et donc ces hommes tentent une sortie, mais finalement c'est bloqué de partout. Ils font demi-tour en se disant ça sert à rien, on perd du monde, on n'y voit rien, c'est la nuit là. Et donc lorsqu'ils reviennent, en fait, ils sont suivis par des éléments du Viet Minh qui en profitent pour se répandre dans le camp. Il y a 1h50, c'est terminé. Isabelle tombe le 8 mai 1954. Voilà, la bataille de Dien Bien Phu est terminée. Les aviateurs qui survolent au matin du 8 mai rendent compte qu'il ne se passe plus rien. Voilà. Et donc ici, eh bien, on a, les calculs sont difficiles à dire, du côté français, on estime à environ un peu plus de 3000 tués, un peu plus de 3000 tués. Sur le conflit Sur l'ensemble de la bataille. Alors un peu plus de 3000 tués, un peu plus de... je compte les disparus aussi. Et puis, comment dire, vous avez 1000 blessés intransportables, en fait c'est 898, etc., qui seront laissés là et rapatriés. C'est les mesures de clémence sanitaire de Chi Minh. Oui et non. On avait laissé intactes les bulldozers du génie, justement pour qu'ils remettent en état la piste d'aviation qui avait été abîmée par les différents tirs d'artillerie, et comme ça pour évacuer par Dakota les blessés. Pour des raisons de sécurité, l'armée populaire vietnamienne, le général Giap, refuse cette évacuation sanitaire par avion de transport et l'autorise par hélicoptère et par avion Beaver, des petits avions légers qui peuvent prendre 2-3 blessés. Donc évidemment, certains qui auraient pu être sauvés, on va les laisser crever, c'est pareil. Voilà, le but est très clairement de faire payer aux Français. Voilà. Donc un certain nombre de ces blessés vont mourir et puis les autres prennent le chemin de la captivité à pied. Certains sont blessés, polycriblés, etc. Et vont rejoindre des camps. Alors, on peut parler de l'intervention du camarade soviétique, cinéaste de Carmen. Qui va filmer la grande victoire de l'armée donc du Viet Minh. Oui. On a un film de propagande. Oui, alors, en fait, il va y avoir 2 interventions de Carmen. Il y a la première où effectivement on veut faire défiler les hommes de Dien Bien Phu avec des drapeaux blancs, les bras levés, etc. Donc une mise en scène. Les parachutistes refusent. C'est la Bijar qui dit plutôt crever. Et effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des tirailleurs nord-africains, on va leur faire revêtir des tenues de parachutistes et ils vont jouer le jeu des parachutistes qui se rendent évidemment dans un but de propagande. On va essayer de remettre en marche aussi les blindés qu'on a fait tourner à vide sans huile pour cramer les moteurs. Et un seul apparemment sera opérationnel et va participer à cette espèce de mise en scène. Voilà. Mais comme ça a été fait un peu dans la va-vite, eh bien, Carmen aura besoin de nouvelles images sur Dien Bien Phu. Et donc, on a souvent ces images que l'on voit dans les documentaires sur Dien Bien Phu de cette longue colonne de prisonniers. Officiers en tête. Voilà, officiers en tête, avec vraiment ce long serpent, avec les jambes bien rangées. Il faut savoir que ces images-là ont été tournées en fait 2 mois après la chute du camp retranché. On a ressorti, et là, on a pu faire des installations. Ça permet effectivement des vues en plongée, etc. Du coup, je repars sur un élément, la colonne crève-cœur qui finalement, stop, on arrête, on refait demi-tour. Oui. La colonne crève-cœur, en fait, elle va récupérer quelques rescapés qui ont réussi, comme toujours, à passer entre les mailles du filet. On va avoir aussi quelques combattants qui vont tenter leur chance. Voilà, il y aura une poignée de gens qui réussiront, après moult péripéties, à rejoindre le Laos, ou la colonne crève-cœur, où il y a encore quelques maquis, etc. Mais ça sera vraiment faible peu. Proportion. Au final, on a un état des troupes restantes, in fine, les pertes du côté Viet Minh, c'est une estimation Alors, officiellement, l'état actuel du Vietnam ne reconnaît que, je vais vous le dire exactement, ne reconnaît que la perte de 4000. 4000, ça paraît étonnant. 4000, c'est 4000, ah ouais. Oui, c'est voilà.
4020 tués, 792 disparus, bon, donc on peut dire environ 5000 tués, Ouais. et 9000 blessés. Alors, apparemment, selon les estimations françaises qui auraient été confortées ensuite officieusement par des officiers du Viet Minh, les tués, blessés, disparus, c'est environ 22 000 hommes du côté Viet Minh. Donc vous voyez évidemment un rapport là des pertes défavorables à l'adversaire, mais de toute manière, il a réussi son objectif. Bah oui. Voilà. Il a réussi. Et donc, Dien Bien Phu est tombé. Et donc Dien Bien Phu est tombé. Alors, catastrophe Dien Bien Phu, ben, c'est la question effectivement toujours se poser. Navarre, pourquoi est-ce qu'il avait accepté Dien Bien Phu? Il l'avait accepté aussi parce qu'il pensait que ça pouvait sauver le delta. Oui. Il pouvait penser aussi que l'on casserait énormément le corps de bataille Viet Minh en acceptant une bataille parce qu'enfin, c'est ce qu'avaient toujours cherché les commandants en chef en Indochine. C'est cet ennemi qui était insaisissable, enfin, Rassemblé. il était fixé, nous aussi d'ailleurs, mais en tout cas, on pouvait lui porter un coup dur. Et troisième raison stratégique, c'est qu'on protégeait le Laos. Or, si je reprends cette argumentation, le Laos a été protégé. Oui. 2, le corps de bataille Viet Minh a quand même été saigné. Et 3, le delta a été sauvegardé. Donc, Navarre disait, tout en reconnaissant sa responsabilité, disait pas de panique, ça représente 3,3% du corps expéditionnaire. Certes, mais dans le contexte de l'époque, c'était psychologiquement une défaite énorme pour les Français. On avait perdu 17 de nos meilleurs bataillons aussi. On n'avait plus de bataillons parachutistes. Il y en a un qui venait d'arriver, c'était le 7e bataillon de parachutistes colonial. Mais sinon, la fine fleur du corps expéditionnaire avait sombré à Dien Bien Phu. Donc, les arguments de Navarre, on peut les recevoir, mais il savait très bien que dans le contexte de l'époque, pour le politique, c'était plus que ça. Pour le politique, bah, c'était aussi une opportunité de partir plus rapidement. Parce que c'est assez intéressant, parce que c'est une défaite opérationnelle, la bataille est perdue, c'est une victoire militaire stratégique, finalement, pour l'année Par rapport à ce 54. qui était voulu, Parce que oui. tu sais très bien qu'il ne se passera plus rien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Indochine, on ne combat pas en été. On combat en hiver, enfin automne-hiver. Voilà, parce que hors saison des pluies. Hors saison des pluies. Donc ça veut dire que là, le cas est réglé puisqu'on est en mai. Donc ça veut dire que ça repousse finalement au mois d'octobre, ça repousse. Mais en revanche, c'est une défaite, en effet, politique. Et c'est la victoire de Diap, c'est que c'est une victoire politique. Lui, il a fait le travail. Maintenant, il a remis à Ho Chi Minh tout ce dont il avait besoin pour ses futures négociations. Pour les futures négociations. Il l'a fait si bien qu'en fait, Dien Bien Phu tombe au moment où s'ouvre le volet indo-chinois de la conférence de Genève. Le volet coréen n'a rien donné, c'est l'impasse, on évacue. Et au moment où ça s'ouvre, Dien Bien Phu tombe. Et donc, c'est dans ces conditions qu'on aborde les négociations en Indochine. Alors, tout le jeu maintenant va être de sauver ce qui peut l'être encore. Le Viet Minh dit, vous voyez bien, c'est plié, etc. Et nous, on va expliquer, non, certes, on a subi une défaite, mais on est encore fort, etc., dans pas mal de points. Voilà. Mais on va procéder à des rétractions a priori, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va évacuer des zones avant même que les accords soient signés. Ça ne s'imposait pas, ça donne une carte supplémentaire au Viet Minh, mais on est dans une logique très claire de départ. Okay. Et donc on va justifier ces rétractations du dispositif par des explications militaires, ce qui est faux, puisque militairement ça ne s'imposait pas, on le sait. Mais on justifie évidemment ces décisions politiques alors qu'on a déjà décidé depuis longtemps qu'il était il fallait solder l'affaire indo-chinoise. Est-ce qu'il y aura lieu au final le temps de il y aura encore non. Il y a les accords alors vous avez les accords de Genève au mois de juillet 54. C'est l'armistice qui est signé. Là, on va libérer les prisonniers ou ce qu'il en reste, parce que les prisonniers de Dien Bien Phu, c'est 60% de mortalité dans les camps, évidemment, misère physiologique, mauvais traitement, etc. Malnutrition. On libère aussi ceux qui étaient les prisonniers de Cao Bang, et on libère enfin les vétérans des prisonniers, ceux qui ont été faits prisonniers en 1946. Là, vous avez des civils et des militaires. Il y a un très bon ouvrage qui s'appelle un témoignage de René Moreau, 8 ans otage chez les Viettes. Et il raconte effectivement ces 8 années. Voilà. Alors, pour la petite histoire, a priori, il y a des Français qui n'ont pas été libérés des camps Viet Minh. Et il s'agissait des commandos. Oui. Alors,
Oui. qui notamment, parce qu'en fait, les Français ont utilisé les commandos d'ailleurs dans la compréhension qu'on en a actuellement. Hein. Héritage évidemment de la Deuxième Guerre mondiale, des personnes qui avaient été chez les SAS, donc notamment en Pays Thaï ou dans un certain nombre en fait, d'endroits reculés, pour animer de la résistance contre justement le Viet Minh, pour couper aussi la logistique. Et forcément, c'est des personnes qui vivaient en autonomie absolument totale. Et ceux-là, ils ont eu le droit à un traitement particulier de la part du Viet Minh parce qu'ils étaient considérés justement d'ailleurs comme ayant fait en fait une action politique. Et psychologique. Alors après, il y a des histoires un peu obscures avec le SDEC. Le SDEC, c'est l'ancêtre donc des services secrets français, notamment sur des trafics d'opium, sur un certain nombre de choses avec la frontière chinoise. Bon, ça, on n'en parle pas, ça c'est vraiment C'était des caisses noires parfois mais pour c'était des caisses noires pour financer les actions. Mais en revanche, eux n'auront pas été libérés. Alors, je pense qu'ils auront... effectivement, alors et puis le Viet Minh réservait un traitement particulier à différentes catégories. Ces commandos, en fait, ça a été créé par Delatte en 1951. C'est les GCMA qui sera rebaptisé GMI un peu plus tard. Groupement Commando Mixte, Aéroporté Mixte, parce que vous avez quelques cadres européens qui encadrent des minorités, comme je le disais tout à l'heure, thaï. Le but est de porter la guerre sur les arrières de l'ennemi. Porter la guerre d'un point de vue militaire, bien sûr, perturber ses arrières, mais aussi faire de la propagande, économiquement le perturber, etc. Et ça va marcher, puisque, je le disais, l'une des raisons pour lesquelles Diap mène sa campagne d'automne en direction de l'Aïchou et du Pays Thaï, c'est pour se débarrasser de cette espèce de cancer dans sa hanche quand même. Et ils sont considérés comme des criminels de guerre par le Viet Minh. Ils ont un statut spécial, de même que les prêtres, qui sont considérés comme nos commissaires politiques qui endoctrinent. Donc on les met à part dans un camp, le camp de Choshu, et de même que les aviateurs aussi. Hein, on ne leur reconnaît pas les mêmes droits, puisqu'ils d'abord ils ont violé l'espace aérien de la République démocratique du Vietnam, etc., etc. Et effectivement, il y a des témoignages de A1, donc de valeur sûre et vérifiée, qui disent avoir vu effectivement des prisonniers blancs en 1955, donc un an après la fin de la guerre, au Nord-Vietnam, en train de casser des cailloux sur une route. Mais sur le retour en effet des prisonniers, c'est vrai que ce qui est effroyable par rapport à cette détention qui est assez courte, c'est que dans les 4 mois qui ont suivi finalement leur libération, c'est 60 à 70% des prisonniers de Dien Bien Phu qui décèdent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas 10 000 personnes qui partent, qui sont fait prisonniers. C'est-à-dire que c'est peu qui sont revenus. Un peu plus de 60%, sachant que c'est un chiffre global, parce qu'il y a des camps où on s'aperçoit maintenant avec la recherche, bien finalement où ça s'est passé. Alors effectivement, il y avait sous-alimentation, mais il n'y avait pas forcément une volonté à détruire. Et donc il y a des camps où ils ont beaucoup mieux résisté que dans certains autres camps, où encore une fois, en fonction du cadre qui était en place et de la zone plus ou moins insalubre, où ça a été terrible. Et effectivement, ces prisonniers-là, on les a considérés comme des pestiférés, puisque après le calvaire de la bataille, après le calvaire des camps, eh bien, lorsqu'ils sont venus au Bourget, Bijard raconte ça comme d'autres d'ailleurs, on les a cachés. D'abord, on pensait qu'ils avaient été intoxiqués par les communistes, et donc on les a reçus de manière honteuse. Donc, drôle d'époque. Drôle d'époque. Dien Bien Phu s'achève, l'armistice, c'est bien ça, l'armistice est signé. Oui, le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu. La présence française va décroissante. Oui, d'abord, on respecte les accords de Genève, donc on quitte le Nord-Vietnam, on quitte le 17e parallèle, jusqu'au 17e parallèle, et on s'établit pour partie au Sud-Vietnam, puisqu'on a toujours des accords avec ce pays-là, et en théorie, il fait toujours partie de l'Union française. Il y a une partie des troupes qui retourne en Afrique du Nord, où ça va bouger dans pas longtemps, où ça commence à bouger, et puis le reste en métropole. D'un point de vue politique, on mène encore une politique où on essaye de ménager la chèvre et le chou, de satisfaire les uns, sans peiner les autres. Et on se dit, tiens, on va essayer de maintenir une délégation française au Nord-Vietnam pour voir s'il est possible de continuer à faire quelque chose. Mais en même temps, on joue la carte américaine, et donc une position un petit peu sur la corde raide. Schizophrène en tout cas pour le Jean Saint-Denis qui au Nord est chargé d'essayer de mener une politique sabotée par son camarade le général Ely au Sud. Donc, et on essaye, mais progressivement les Américains nous remplacent.
Les Américains directement nous remplacent. L'année 55, c'est l'année des transferts où grosso modo les derniers vestiges coloniaux sont transférés totalement. Le président Diem, le chouchou des Américains, dénonce l'Union française, dénonce la présence française. Allez, hop. L'instruction est maintenant assurée selon les méthodes américaines, etc. etc. Donc vraiment, il y a le passage de témoins. Et en mois de janvier 56, alors qu'on espère encore, on a fait des travaux dans la base du Cap Saint-Jacques. Le Cap Saint-Jacques, c'est à l'extrême sud du pays, c'est une station balnéaire. On pourrait dire c'est La Baule ou Saint-Tropez au sud-Vietnam. C'est là que venaient se reposer les soldats en convalescence. On a fait des énormes travaux pendant l'année 55 et à peine sec, Diem nous dit voilà, votre présence est incompatible avec la souveraineté du Vietnam, ce qui est rigolo puisque finalement il accueille les Américains mais nous dégage. Et nous, au mois d'avril 1956, on part définitivement. Ce qui reste du corps expéditionnaire quitte le Vietnam. Le commandement du corps expéditionnaire est dissous le 28 avril 1956. Il reste quelques dizaines de conseillers qui partiront au mois de septembre l'année suivante. Et donc, après un siècle de présence, la France quitte. C'en est fini. Alors, juste pour peut-être, en espérant avoir fait le tour, mettre un dernier point à cette histoire, celui qui a porté le chapeau, c'est quand même le général en chef. Vae-Victis, celui qui a accepté, d'abord celui qui a donné le choix de Dien Bien Phu, qui sur recommandation, mais qui a pris la décision, c'est Navarre. Celui qui a accepté la bataille, c'est Navarre. Évidemment, il est responsable à son niveau. Il aura été évidemment loué en cas de victoire, c'est normal qu'en cas de défaite. Seulement Navarre, à mes yeux, a un certain nombre de circonstances atténuantes, dont j'ai un peu parlé dans cet exposé. Et puis surtout, il va donc Navarre, alors qu'on lui certifie qu'il n'a pas démérité, que ce n'est pas de sa faute, etc., et qu'il recevra bientôt un commandement correspondant à son grade et à son niveau de responsabilité, finalement, très rapidement, Navarre, il comprend que tous ceux qui l'avaient soutenu lui tournent le dos et que pour lui, c'est terminé. Et il trouve la pilule un petit peu amère à avaler, le général Navarre, parce que effectivement, lui, il a tous les papiers. Au fur et à mesure de la bataille, chacun a préparé ses dossiers. Eh oui, c'est en pensant qu'il allait falloir rendre des comptes. Et notamment, en fait, on l'a peu évoqué, mais les rapports entre Navarre et son subordonné, le général Cony, se sont détériorés à un point où les deux se haïssent désormais. Et chacun se renvoie la responsabilité en disant l'un, j'ai pas voulu ça, deux, c'est pas moi, etc. Donc chacun, effectivement, essaye de trouver des soutiens politiques ou militaires. Le grand perdant, c'est Navarre, puisque Navarre, finalement, un mois après la chute de Dien Bien Phu, il est renvoyé et relevé de son commandement. On lui explique que pour mener les négociations de paix, c'est mieux que ça soit un autre homme, etc. Voilà. Et puis finalement, on le laisse en période de non-activité. Et Navarre, petit à petit, il a envie que son honneur militaire soit lavé, qu'il y ait un débat, etc. Évidemment, ce débat, on n'en veut pas, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue des responsables militaires. Et donc, on veut mettre le mouchoir sur cette affaire de Dien Bien Phu. Et finalement, Navarre menace, au début de l'année 1955, de porter l'affaire devant la presse et de raconter sa vérité. Et là, tout le monde est bien embêté et on dit « Ok, vous allez avoir une commission d'enquête sur Dien Bien Phu pour examiner les responsabilités des uns et des autres. » Et on va monter cette commission d'enquête dont les résultats, normalement, doivent rester secrets, mais rien ne le reste vraiment, ça filtrera. Oui. Et en plus, cette commission d'enquête ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'on voulait surtout éviter le procès à la fois de Dien Bien Phu, mais de la guerre d'Indochine en général, parce que beaucoup avaient à perdre. Les régimes de la 4e République qui se succédaient, qui n'ont pas conduit la guerre, les généraux en chef qui avaient fait des erreurs, etc. etc. Alors qu'une nouvelle guerre commençait en Algérie, il était évidemment pas question de diviser la nation, etc. Et donc, finalement, même si Navarre sera dédouané par cette commission d'enquête, on le laissera sans commandement et il finira par démissionner en 1956. D'accord. Voilà. Ce qui, je crois, Guillaume, rassure-moi, met un point final, entre guillemets, ou en tout cas, si ce n'est à l'histoire en tout cas particulière, autour de Dien Bien Phu.
Merci Guillaume. Surtout merci, là pour le coup je peux le dire, merci mon commandant. Merci à vous. Merci pour cette beaucoup. invitation. Parce que du coup, je le dis doublement, hein, on l'avait dit en début de cette émission, on a abordé cette bataille si ce n'est tout, sous la majeure partie des aspects possibles. On l'a regardé par tous les angles quand même, et ce, jusqu'au-delà même de cette bataille de Dien Bien Phu, qui finalement ne marque pas la fin de la présence française en Indochine, mais quand même bien le point final du déclin et du départ. Merci à vous, j'espère que vous aurez apprécié de suivre cette histoire de cette façon. Je vais leur montrer quand même, puisque c'est Yvan Cadeau qui était avec nous. Il y a ce livre-là, et puis il y a aussi, on ne l'a peut-être pas gardé, mais aussi Histoire d'Indochine, c'est ça, hein? Histoire de la guerre d'Indochine. Histoire de la guerre d'Indochine, que vous pouvez trouver pour en apprendre davantage. C'était l'objectif de ces ouvrages. Merci encore à tous les deux, une fois encore. Puis j'ai trouvé une petite, un petit choix musical. Je savais que forcément tu aurais un petit truc. Bah oui. Donc, pour conclure cet alinéa. Prêtez bien attention aux paroles, ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, parce que vous allez voir, ça vaut l'écoute. Alors après la prière des paras, ça s'appelle comment celle-là? C'est la chanson d'Ho Chi Minh, puisque c'est le vainqueur. C'est le vainqueur. Alors vous allez voir, c'est la synthèse. C'est parti, on se retrouve pour d'autres tranches d'histoire la prochaine fois. Ciao. Tout là-bas, au soleil levant, du côté de la mer de Chine, il y a un homme que tout un peuple révère comme un père et cet homme se nomme Ho Chi Minh. Oh, oh, Ho Chi Minh, oh, oh, Ho Chi Minh. Ceux du nord et ceux du delta, ceux des montagnes et ceux des plaines, mènent le même combat pour jeter fusils jeunes et vieux tous unis derrière Ho Chi Minh. Oh, oh,